Rome, en 69 après Jésus-Christ, palais impérial du Palatin. Le soleil couchant, teinté de rouge, sent les colonnes de marbre du palais impérial. Dans les couloirs sombres du Palatin, les sandales claquaient contre le sol de mosaïque avec une urgence inhabituelle. L'empereur Galba venait d'être assassiné, et déjà les ambitions se déchaînaient dans l'ombre des arcades. Livia Orestia, épouse de l'influ sénateur Marcus Salvius Otho, ajustait nerveusement sa stola pourpre en observant depuis sa fenêtre les cohortes prétoriennes qui se rassemblaient dans la cour d'honneur. À 28 ans, cette femme aux yeux de jade possédait une beauté qui avait déjà fait trembler le pouvoir. Son mari Otho, gouverneur de Lusitanie, nourrissait depuis des mois des rêves de grandeur impériale. « Domina », murmura sa servante Claudia en s'approchant discrètement, « le maître souhaite vous voir dans le triclinium. Il y a des invités. » Livia sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait trop bien ce ton. Lorsqu'Otho recevait en secret, cela signifiait que des complots se tramaient. Elle traverse les couloirs ornés de fresques représentant les exploits de ses ancêtres, ses pas résonnant dans le silence pesant du crépuscule romain. Dans la salle de réception, éclairée par des centaines de lampes à huile, Otho conversait à voix basse avec 3 hommes en toge sénatoriale. Leurs visages se tournèrent vers elle avec un mélange de respect et de calcul. Elle reconnut immédiatement Titus Vinius, l'ancien préfet du prétoire de Galba, et Cornelius Laco, dont les ambitions n'avaient d'égal que sa cruauté. « Ma chère épouse », déclara Otho en se levant, ses yeux brillant d'une excitation dangereuse, « ces messieurs et moi discutions de l'avenir de Rome. L'Empire a besoin d'une main ferme, d'un homme qui comprenne les véritables enjeux du pouvoir. » Livia s'assit gracieusement sur le lit de repos qui lui était destiné, observant attentivement les expressions tendues de ces hommes puissants. Elle savait que dans cette pièce se jouait peut-être le destin de l'Empire. Vitellius marche déjà vers Rome avec ses légions de Germanie, poursuivit Vinius d'une voix grave. Si nous ne prenons pas les devants, c'est lui qui s'emparera du trône. Les prétoriens sont prêts à acclamer un nouvel empereur, moyennant les récompenses appropriées. Le regard d'Otho se posa sur sa femme. Livia, ton influence auprès des matrones de Rome sera cruciale. Si je deviens empereur, Rome aura besoin d'une impératrice qui sache naviguer dans les eaux troubles de la cour. Un frisson parcourut l'échine de Livia. Elle réalisa soudain que son mari ne lui demandait pas seulement son soutien, il exigeait qu'elle devienne complice de ses ambitions. Dans les yeux de ces hommes, elle ne voyait plus une épouse respectée, mais un instrument politique. « Mon époux », répondit-elle avec une voix mesurée qui dissimulait sa growing anxiety, « Rome mérite effectivement un empereur digne de sa grandeur. Mais les dieux n'ont-ils pas leur propre dessein ?» Laco esquissa un sourire froid. Les dieux favorisent les audacieux, Domina. Et en ces temps troublés, l'audace est la seule vertu qui compte. Alors que la nuit tombait sur Rome, Livia comprenait que sa vie venait de basculer. Dans quelques heures, son mari tenterait de s'emparer du pouvoir suprême, et elle deviendrait soit une impératrice, soit la veuve d'un traître. Le vent nocturne qui s'engouffrait par les fenêtres ouvertes semblait porter les murmures de tous les complots qui avaient jadis ébranlé l'Empire. Le lendemain, à l'aube, camp des cohortes prétoriennes. L'aube se levait à peine sur Rome quand les corps résonnèrent dans le camp des prétoriens. Livia, debout dans sa litière aux rideaux tirés, observait à travers les voilages de soie la cohue qui agitait la castra praetoria. Son mari Otho, revêtu de sa cuirasse d'apparat, haranguait déjà les soldats rassemblés dans la cour d'honneur. « Soldats de Rome !» criait-il, sa voix portant dans l'air froid du matin, « Galba est mort, assassiné par sa propre avidité. Vitellius marche sur notre cité avec des barbares germains. Qui protégera Rome si ce n'est nous, les gardiens de l'Empire ?» Les acclamations montaient de la foule des prétoriens. Livia sentait la tension électriser l'atmosphère. Ces hommes, qui quelques mois plus tôt juraient fidélité à Galba, étaient maintenant prêts à acclamer son mari comme empereur. L'or que celui-ci avait distribué la nuit précédente avait fait son œuvre. Un centurion aux cicatrices nombreuses s'avança vers Otho, son casque orné de plumes rouges scintillant sous les premiers rayons du soleil. « Impérator » hurla-t-il, et aussitôt 1000 voix reprirent le cri, « Impérator ! Impérator Otho !» Depuis sa litière, Livia observait cette scène avec un mélange de fascination et d'effroi. Elle voyait son époux se transformer sous ses yeux, ses traits se durcir, ses gestes prendre l'autorité impériale. En quelques heures, l'homme qu'elle avait épousé était devenu l'un des maîtres du monde. Flavius Sabinus, le préfet de la ville, s'approcha d'elle avec déférence. « Augusta », dit-il en utilisant déjà le titre impérial, « l'empereur souhaite que vous vous rendiez immédiatement au palais. Le Sénat doit ratifier son accession, et votre présence impressionnera les sénateurs hésitants. » Le voyage vers le Palatin se déroula dans une atmosphère surréaliste.
Les rues de Rome, encore endormies, s'éveillaient progressivement aux nouvelles de ce coup de force. Aux fenêtres des insulailles, les visages se pressaient pour observer le cortège impérial. Certains acclamaient, d'autres gardaient un silence prudent. Dans le palais, l'agitation était à son comble. Les serviteurs couraient dans tous les sens, préparant les appartements impériaux pour leur nouveau maître. Livia fut escortée vers les appartements privés de l'Augusta, ces pièces somptuaires qui avaient abrité les épouses des empereurs depuis Auguste. Poppée Sabina, l'ancienne épouse de Néron qui avait survécu aux purges, l'attendait dans le grand salon. Cette femme de 40 ans, toujours d'une beauté saisissante malgré les épreuves, incarnait tout ce que Livia allait devoir apprendre. « Ma chère », déclara Poppée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « bienvenue dans cette cage dorée. Être Augusta n'est pas un titre que l'on porte, c'est un masque que l'on ne peut jamais enlever. » Livia s'assit face à elle, troublée par cette mise en garde voilée. « Poppée, j'aurais besoin de vos conseils. Comment navigue Théon dans ces eaux ?» « En n'oubliant jamais, » répondit l'ancienne impératrice en versant du vin dans 2 coupes d'argent, « que dans ce palais, chaque sourire cache un poignard, chaque compliment dissimule une trahison. Votre mari vient de prendre le pouvoir, mais le garder, c'est un art infiniment plus délicat. » Au même moment, des cris d'acclamation montaient de la Curie où le Sénat, sous la contrainte des prétoriens, venait de ratifier l'accession d'Otho à l'Empire. Livia était désormais impératrice de Rome, mais elle commençait déjà à comprendre que ce trône doré pourrait bien devenir sa prison. 3 semaines plus tard, palais impérial, appartement privé. Dans les thermes privés de l'impératrice, la vapeur s'élevait des bassins de marbre chauffés par des hippocaustes sophistiqués. Livia, allongée sur une table de massage recouverte de soies orientales, tentait de trouver un moment de paix dans ce tourbillon de pouvoir qui l'emportait chaque jour davantage. Ses masseurs, des esclaves grecs aux mains expertes, travaillaient en silence ses muscles tendus par l'anxiété constante. Depuis qu'elle était devenue Augusta, chaque geste, chaque parole était scrutée, analysée, rapportée. Les espions de son mari la surveillaient autant que ceux de ses ennemis. « Domina », murmura sa confidente Claudia en s'approchant discrètement, « Marcus Valerius Messala souhaite vous voir. Il dit que c'est urgent. » Livia fronça les sourcils. Messala, l'un des plus jeunes sénateurs, était réputé pour sa beauté autant que pour son intelligence politique. Qu'un homme de son rang demande une audience privée avec l'impératrice était inhabituel et potentiellement dangereux. Elle le reçut dans son salon privé, vêtu d'une stola de soie damassée qui soulignait sa silhouette élégante. Messala, âgé d'accent grave peine 30 ans, possédait cette prestance naturelle des grandes familles patriciennes. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité qui mit immédiatement Livia sur ses gardes. « Augusta, » dit-il en s'inclinant avec une grâce parfaite, « je viens vous mettre en garde contre un danger mortel qui menace l'empereur, et vous-même. » « Parlez, » répondit-elle en s'efforçant de garder un ton neutre malgré son cœur qui s'emballait. Vitellius n'est plus qu'à 3 jours de marche de Rome. Ces légions de Germanie sont redoutables, aguerries par des années de campagne. Mais le véritable danger ne vient pas de l'extérieur. Il marqua une pause dramatique. Certains sénateurs préparent déjà la chute d'Otho. Ils correspondent secrètement avec Vitellius, lui promettant leur soutien en échange de positions avantageuses. Livia sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Avez-vous des preuves de ces accusations » Messala sortit de sa toge un petit rouleau de parchemin scellé. « Cette lettre a été interceptée cette nuit par mes hommes. Elle émane de Gaius Cecilius, votre proche ami de votre mari. Il propose à Vitellius de lui livrer Rome en échange du consulat. » La lecture de cette correspondance glaça le sang de Livia. Non seulement la trahison était réelle, mais elle impliquait des hommes en qui Otho avait toute confiance. L'empire qu'il venait de conquérir s'effritait déjà sous leurs pieds. « Pourquoi me révélez-vous cela » demanda-t-elle en fixant Messala dans les yeux. « Parce que, » répondit-il en se rapprochant imperceptiblement, « contrairement à ces lâches qui changent d'allégeance selon les vents, je crois en la légitimité de votre époux. Et surtout... » Sa voix se fit plus douce, « parce que Rome mérite une impératrice de votre qualité. » Il y avait dans ces paroles une ambiguïté troublante, un sous-entendu que Livia préférait ne pas approfondir. Elle se leva brusquement, mettant de la distance entre eux. « Je transmettrai ces informations à l'empereur. Votre loyauté sera récompensée. » « Augusta, » dit Messala avant de partir, « souvenez-vous que dans cette ville, la loyauté est souvent la denrée la plus rare et la plus précieuse. » Seule dans ses appartements, Livia contemplait le parchemin qui scellait peut-être le destin de son mari. Elle réalisait avec amertume que le pouvoir suprême, qu'elle avait cru être le sommet de toutes les ambitions, n'était en réalité qu'une cible exposée à tous les vents de la trahison. Le lendemain soir, grande salle du Conseil impérial.
Les flambeaux projetaient des ombres dansantes sur les murs de la salle du conseil, créant une atmosphère oppressante qui reflétait l'état d'esprit des conjurés. Otto, assis sur le trône d'ivoire et d'or, écoutait les rapports de ses généraux avec un visage de plus en plus sombre. Les nouvelles de l'avancée de Vitellius étaient catastrophiques. « Impérator », déclara le général Suetonius Paulinus, un vétéran aux cheveux blancs, « nos éclaireurs confirment que l'ennemi sera aux portes de Rome dans 2 jours. Ses forces sont numériquement supérieures, et nos propres troupes. » Il ne termina pas sa phrase, mais tout le monde comprenait. Les légions d'Otto, précipitamment rassemblées, manquaient de cohésion face aux redoutables légions rhénanes de Vitellius. Livia, assise sur un siège surélevé à la droite du trône, observait attentivement les visages de l'assemblée. Depuis sa conversation avec Messala, elle scrutait chaque expression, cherchant les signes de la trahison annoncée. Son regard s'arrêta sur Gaius Caecilius, l'ami d'enfance d'Otto, dont le comportement nerveux confirmait les soupçons. « Mes amis, » reprit Otto d'une voix qui tentait de masquer son désarroi, « Rome a connu des heures plus sombres. Nos ancêtres ont repoussé Hannibal, les Cimbres, les Teutons. Nous repousserons Vitellius. » Un murmure parcourut l'assemblée. Caecilius se leva soudain, son visage pâle trahissant une émotion intense. « Impérator, » dit-il d'une voix étranglée, « peut-être devrions-nous envisager des négociations pour éviter un bain de sang inutile à Rome. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Otto fixa son ami d'enfance avec une expression d'incrédulité blessée. Livia sentit son cœur se serrer en voyant la douleur qui se peignait sur le visage de son mari. « Des négociations » répéta Otto lentement. « Tu suggères que l'empereur de Rome négocie avec un usurpateur. »« Je suggère, » répliqua Caecilius avec plus d'assurance, « que l'empereur de Rome pense d'abord au bien de Rome. Si Vitellius est disposé à... » « Silence » rugit Otto en se dressant, sa main se portant instinctivement à la garde de son gladius. « Tu oses parler de trahison en ma présence. » L'atmosphère devint électrique. Les gardes prétoriens, postés le long des murs, avaient porté la main à leurs armes. Caecilius, réalisant qu'il venait de se trahir, tenta un ultime subterfuge. « Impérator, mes paroles ont dépassé ma pensée. Je ne songeais qu'à... » « Aux 30 pièces d'argent que Vitellius t'a promises. » Coupa Livia d'une voix glaciale, sortant de sa réserve habituelle. Tous les regards se tournèrent vers elle. D'un geste théâtral, elle brandit la lettre interceptée par Messala. « Gaius Caecilius, ancien ami de mon époux, que dis-tu de cette correspondance avec l'ennemi » Le visage de Caecilius se décomposa. Il comprit qu'il était perdu. Dans un geste désespéré, il porta la main à son poignard, mais les prétoriens furent plus rapides. En quelques secondes, il était maîtrisé et désarmé. « Tu as trahi plus qu'un empereur, » murmura Otto, les larmes aux yeux. « Tu as trahi 30 années d'amitié. » Pendant qu'on emmenait le traître vers les cachots du palais, Livia observait son mari. Elle voyait dans ses yeux qu'une partie de son âme venait de mourir. La trahison de son plus proche ami l'avait brisé plus sûrement que n'importe quelle défaite militaire. « Mes amis, » reprit l'empereur d'une voix éteinte, « si un homme que je considérais comme un frère peut me trahir, qui puis-je encore croire ?» Son regard balaya l'assemblée, et Livia vit avec effroi que chaque homme présent détournait les yeux. La confiance, fondement de tout pouvoir, venait de s'évaporer dans cette salle. L'empire d'Otto ne survivrait peut-être pas à cette nuit. 2 jours plus tard, jardin privé du palais, à l'aube. Dans la pénombre de l'aube naissante, les jardins du palais impérial baignaient dans une brume dorée qui adoucissait les contours des statues et des fontaines. Livia, incapable de trouver le sommeil, marchait seule parmi les rosiers en fleurs, cherchant un répit à l'angoisse qui l'étreignait depuis la découverte de la trahison. Les nouvelles étaient catastrophiques. Vitellius avait établi son camp à seulement quelques kilomètres de Rome, et déjà des sénateurs désertaient le palais pour aller lui présenter leur soumission. Otto, rongé par la méfiance et le désespoir, s'enfonçait dans une solitude qui l'éloignait chaque jour davantage de sa femme. Augusta. La voix douce la fit sursauter. Marcus Valerius Messala émergea de l'ombre d'un bosquet de lauriers, sa silhouette élégante se détachant dans la lumière naissante. Il portait une simple tunique blanche qui soulignait sa prestance naturelle. « Messala » murmura-t-elle, troublée par cette rencontre dans l'intimité de ses jardins privés. « Que faites-vous ici à cette heure ?»« Comme vous, je ne trouve plus le sommeil, » répondit-il en s'approchant lentement. « L'Empire se délite, et nous assistons impuissants à cette tragédie. » Ils marchèrent côte à côte en silence, leurs pas résonnant doucement sur les dalles de marbre. Livia était consciente de la proximité de cet homme, de son parfum subtil mélange d'encens et de cèdre, de l'intensité de son regard quand il se posait sur elle. « Livia »
dit-il soudain, abandonnant les titres de courtoisie, puis-je vous parler sans phare? Elle acquiesça, le cœur battant. Votre mari est un homme brisé. La trahison de Cécilius l'a détruit plus sûrement que n'importe quelle armée ennemie. Il ne fait plus confiance à personne, pas même à vous. Que voulez-vous dire? Demanda-t-elle, bien qu'elle connaît déjà la réponse. Hier soir, il a fait surveiller vos appartements. Il soupçonne tout le monde, y compris celle qui devrait être son plus sûr appui. Livia s'arrêta net, le souffle coupé par cette révélation. Il me fait espionner? Le pouvoir rend fou, Livia. J'ai vu tant d'hommes sombrer dans cette paranoïa. Messala posa doucement sa main sur son bras. Vous méritez mieux que cette prison dorée. Le contact de sa peau sur la sienne déclencha en Livia une émotion qu'elle tentait de refouler depuis des semaines. Dans les yeux de Messala, elle lisait une passion sincère, un désir qui contrastait cruellement avec l'indifférence croissante de son mari. Marcus, murmura-t-elle, nous ne devons pas. Je sais, répondit-il en se rapprochant encore. Mais dans ce monde qui sombre dans la folie, ne méritons-nous pas un moment de vérité? Avant qu'elle puisse réagir, il prit son visage entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse désespérée. Livia sentit toutes ses défenses s'effondrer. Dans ce baiser, elle retrouvait une humanité que les intrigues du palais avaient peu à peu étouffée. Ils se séparèrent brusquement en entendant des pas sur le gravier. Un garde prétorien apparut au détour d'un bosquet, sa cuirasse scintillant dans la lumière du jour naissant. « Augusta, » dit le soldat en s'inclinant, « l'empereur vous demande immédiatement dans ses appartements. » Livia échangea un regard déchirant avec Messala. Elle savait que ce moment de bonheur volé pourrait leur coûter la vie à tous les deux. En regagnant le palais, elle sentait peser sur elle le poids de son nouveau secret. Dans quelques heures, elle devrait regarder son mari dans les yeux en sachant qu'elle venait de franchir une ligne invisible. L'empire d'Otto chancelait, et son propre monde s'effondrait dans la culpabilité et la passion interdite. Palais impérial, appartement de l'empereur, midi. L'empereur Otto se tenait debout devant une large fenêtre donnant sur le forum, contemplant Rome qui s'agitait sous un soleil de plomb. Son visage, jadis empreint de la confiance des conquérants, portait désormais les stigmates du doute et de la défaite annoncée. Des cernes profonds creusaient ses traits, et ses mains tremblaient légèrement quand il portait sa coupe de vin à ses lèvres. Livia entra dans la pièce avec l'appréhension qui ne la quittait plus. Depuis son moment d'égarement avec Messala dans les jardins, chaque rencontre avec son mari lui semblait un interrogatoire muet. Elle scrutait son visage, cherchant des signes qu'il avait découvert sa trahison. « Livia, » dit-il sans se retourner, « nos espions rapportent que Vitellius a reçu cette nuit la soumission de 15 sénateurs de plus. Dans ses rangs, on compte maintenant plus de patriciens que dans les nôtres. » Elle s'approcha lentement, remarquant que ses épaules s'affaissaient sous le poids invisible de la défaite. « Otto, les dieux nous ont peut-être réservé d'autres voies. » « Les dieux ?» Il se retourna brusquement, et elle fut saisie par l'amertume qui déformait ses traits. « Les dieux ont abandonné Rome le jour où j'ai pris le pouvoir par la force. Nous récoltons ce que nous avons semé. » Un silence pesant s'installa entre eux. Livia réalisa avec douleur que l'homme qu'elle avait épousé disparaissait peu à peu, rongé par les remords et la certitude de l'échec. « Il y a autre chose, » reprit-il d'une voix plus basse. « Mes prétoriens eux-mêmes commencent à douter. Ce matin, 3 centurions m'ont demandé audience pour négocier les termes d'une reddition honorable. »« Otto, non » s'écria-t-elle en se précipitant vers lui. « Vous êtes l'empereur légitime. Rome vous a acclamé. »« Rome m'a acclamé par peur et par cupidité, » répliqua-t-il amèrement. « Pas par amour. Et toi, Livia ?» Il la fixa intensément. « Toi aussi, tu commences à me fuir. » Le cœur de Livia s'arrêta. Savait-il? Avait-il découvert sa rencontre avec Messala? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Tu me regardes différemment. Comme si j'étais déjà mort. Sa voix se brisa légèrement. Peut-être le suis-je déjà. À cet instant précis, des clameurs s'élevèrent de la cour du palais. Par la fenêtre, ils virent une foule de prétoriens agités qui gesticulaient en direction de la ville. Un centurion gravit précipitamment les escaliers menant aux appartements impériaux. « Impérator !» cria-t-il en faisant irruption dans la pièce. « Les avant-gardes de Vitellius sont en vue des murailles. Elles portent des rameaux d'olivier. » Otto ferma les yeux. L'ennemi proposait une reddition, une ultime chance d'éviter le bain de sang. Mais accepter signifiait reconnaître sa défaite et renoncer à l'empire qu'il avait conquis au prix de tant de sang. « Impérator !» reprit le centurion, « les hommes attendent vos ordres. Combattons-nous ou... » « Sortez » murmura Otto.
Laissez-moi réfléchir. Seule avec son mari, Livia le vit s'effondrer dans son fauteuil d'apparat. Pour la première fois depuis leur mariage, elle le voyait vraiment vulnérable, dépouillé de tous les artifices du pouvoir. « Livia, dit-il d'une voix d'enfant perdu, qu'ai-je fait? J'ai voulu être empereur, et j'ai condamné Rome à la guerre civile. » Elle s'agenouilla près de lui, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. Malgré tout ce qui les séparait désormais, malgré ses propres trahisons, elle ressentait une immense pitié pour cet homme brisé. « Il n'est peut-être pas trop tard, » murmura-t-elle. « Si vous acceptiez de négocier. » Otto secoua la tête. Un empereur qui abdique n'est plus qu'un homme mort en sursis. Vitellius ne me laissera jamais en vie. Dans le silence qui suivit, ils entendirent au loin les trompettes de guerre qui résonnaient dans toute la ville. Rome se préparait à vivre une nouvelle nuit de terreur, et Livia comprenait que leur monde touchait à sa fin. Le lendemain, à l'aube, dernières heures de l'empire d'Otto. L'aube du 16 avril 69 se leva sur une Rome silencieuse, comme si la ville entière retenait son souffle avant la tragédie finale. Dans les appartements impériaux, Otto achevait ses préparatifs avec le calme inquiétant d'un homme qui a pris sa décision définitive. Livia, assise sur le lit conjugal, observait son mari qui revêtait une dernière fois la pourpre impériale. Ses gestes étaient lents, solennels, comme s'il accomplissait un rituel sacré. Elle savait, avec cette intuition féminine qui ne trompe jamais, qu'elle le regardait pour la dernière fois. « Otto, » murmura-t-elle, « il existe peut-être encore une solution. Mais Salah m'a dit que certains sénateurs fidèles seraient prêts à... » Il l'interrompit d'un geste las. « Mais Salah ?» Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle lut une connaissance terrible. « Oui, je sais pour Messala. » Le sang de Livia se glaça. « Que voulez-vous dire ? » « Je sais qu'il te retrouve dans les jardins. Je sais qu'il te parle d'amour et d'avenir. » Sa voix était étonnamment douce, dépourvue de colère. « Je sais aussi que tu commences à l'aimer. » Livia voulut protester, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Comment nier l'évidence ? « Otto, je... » « Ne dis rien, » l'interrompit-il en s'asseyant près d'elle. « Tu n'as rien fait que je ne mérite. J'ai transformé notre mariage en alliance politique, je t'ai entraîné dans cette spirale de violence et d'ambition. Tu as le droit de chercher ailleurs ce que je ne peux plus te donner. » Il prit ses mains dans les siennes, et elle fut surprise par leur douceur. « Livia, dans quelques heures, tout sera fini. Vitellius entrera dans Rome, et mon règne ne sera plus qu'une ligne dans les chroniques. Mais toi, tu peux encore vivre. » Les larmes montèrent aux yeux de Livia. « Que allez-vous faire ?» Otto se leva et se dirigea vers son bureau, où l'attendait un poignard d'apparat à la lame finement ciselée. Ce que tout empereur romain digne de ce nom doit faire quand l'honneur l'exige. « Non » s'écria-t-elle en bondissant vers lui. « Il doit exister une autre voie. Fuyons Rome, exilons-nous en Gaule, en Bretagne. Et vivre comme des fugitifs. » Il sourit tristement. « Ma chère Livia, tu ne comprends pas. Un empereur ne peut pas survivre à sa déchéance. C'est la loi inexorable du pouvoir. » Des coups résonnèrent à la porte. La voix du centurion Proculus s'éleva. « Impérator. Les hommes de Vitellius approchent du palais. Nous devons partir. » Otto ignora l'appel. Il se tourna vers Livia une dernière fois, et dans ses yeux, elle lut un amour sincère qu'elle n'y avait pas vu depuis des mois. « Promets-moi quelque chose, » dit-il en caressant tendrement son visage. « Quand tout sera fini, épouse Messala. Il t'aime vraiment, et tu mérites d'être aimé. Otto, je vous en supplie. » « J'ai une dernière lettre à écrire, » l'interrompit-il. « Pour l'histoire. Pour que l'on se souvienne que Marcus Salvius Otto a su mourir en empereur. » Il s'installa à son bureau et commença à rédiger d'une écriture ferme. « Moi, Marcus Salvius Otto, empereur des Romains, je choisis la mort plutôt que de voir Rome déchirée par la guerre civile. » Livia, comprenant que rien ne pourrait le faire changer d'avis, quitta la pièce en silence. Dans le couloir, elle croisa Messala qui accourait, le visage défait d'inquiétude. « Livia. Où est l'empereur ? Mes hommes peuvent encore. » « Il a choisi, » murmura-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. « Il a choisi de mourir en empereur plutôt que de vivre en homme déchu. » Au même instant, un cri déchirant retentit dans les appartements impériaux, suivi d'un bruit sourd. Le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les discours. Marcus Valerius Messala prit Livia dans ses bras tandis qu'elle s'effondrait, comprenant qu'elle venait de perdre à la fois un mari et un empire. À travers les fenêtres du palais, on entendait déjà les acclamations des prétoriens qui saluaient leur nouvel empereur, Vitellius. L'empire d'Otto avait duré 95 jours.
Son histoire d'amour et de trahison venait de s'achever dans le sang, comme tant d'autres dans les couloirs du pouvoir romain. Mais dans les bras de Messala, Livia comprenait qu'une nouvelle vie l'attendait, loin des intrigues mortelles du Palatin. 6 mois plus tard, dans une villa discrète des collines Sabines, Livia Orestia épousa Marcus Valerius Messala. Elle ne remit jamais les pieds à Rome, préférant l'amour sincère d'un homme simple aux fastes empoisonnés du pouvoir impérial. Parfois, en contemplant les vignobles dorés de sa nouvelle demeure, elle repensait à ces 95 jours où elle avait été Augusta, et se félicitait d'avoir survécu à l'ivresse mortelle du pouvoir suprême. L'histoire retiendrait qu'Otho s'était suicidé par patriotisme, pour éviter une guerre civile prolongée. Mais Livia savait que la vérité était plus complexe. Il était mort de solitude, victime de ce paradoxe du pouvoir absolu qui isole ceux qui l'élèvent au point de les rendre fous. Rome continuerait de dévorer ses empereurs, et d'autres impératrices connaîtraient le même destin tragique. Mais Livia Orestia avait choisi l'amour contre le pouvoir, la vérité contre les apparences. Dans cette villa paisible où résonnaient les rires de ses futurs enfants, elle avait trouvé ce que tous les trônes du monde ne peuvent offrir, le bonheur simple d'être aimée pour elle-même.